C'est Slobodan Radosavljevic, donc qui est un peu bien prononcé. Merci. Voilà. Transmettre que je m'entends. Donc, Slobodan Radosavljevic. Donc, après les études d'art plastique à Sarajevo, qui est originaire de Bosnie, au Canada depuis maintenant 30 ans bientôt. Et puis il a passé les bacheliers en communication graphique, titulaire d'une maîtrise en multimédia, donc à l'Université Laval. Il est aussi chargé de cours au département de philosophie des arts à l'Université de Québec à Trois-Rivières, donc depuis 2009. Et il prépare un doctorat sur mesure donc en art visuel et architecture, ça à l'Université Laval. À côté de ça, donc, il mène des recherches, il a participé à différents colloques, en particulier au Biennale des imaginaires numériques en France. Donc il va à travers tout le monde. Je vais pas rendre toute la liste des pays. Non, c'est ça. Et puis donc il est très actif à Québec aussi dans le milieu artistique. Donc ici, il fait partie, il s'occupe de plusieurs centres d'artistes en particulier. Donc c'est la Chambre Blanche et il est le créateur de la maison. Non, c'est pas la Chambre Blanche en particulier, la bande du voilà. Donc voilà, donc il s'intéresse d'abord à l'image et à la potentialité de l'espace architectural par un jeu de construction et de déconstruction. Donc tout ça avec de la donnée lidar. Bonjour. Bonjour à tous. Merci de l'invitation, c'est très apprécié. Merci deuxièmement à votre département qui a contribué énormément dans ma recherche depuis déjà des années, bien sûr, à cause de Sylvie Daniel qui m'a fait confiance depuis très longtemps. Il faut quand même faire confiance à un artiste, hein. C'est pas toujours évident. Surtout avec les appareils lidar, n'est-ce pas? Et moi, j'ai beaucoup de slides. On peut rester ici 4 ans. Mais je vais quand même aller rapidement. Puis si vous avez des questions, coupez-moi. C'est peut-être mieux. On va juste enchaîner quelque chose. Donc, mon doctorat, c'est doctorat sur mesure en art et en architecture. En même temps, j'ai fait 2 choses vraiment séparément pour déposer une thèse en avril, j'espère, qui va être une seule thèse pour les deux, en fait. Mais 2 méthodologies complètement différentes, 2 mondes complètement, qui se sont complètement divisés à travers les années. Le titre de mon recherche, c'est donc l'ambiance physique, virtuelle et expérientielle de l'espace, la pensée architecturale comme modèle de construction et de déconstruction à travers l'exploration de la technologie lidar 3D, que vous connaissez bien sûr. Jacques Derrida, comme philosophe, qui m'a marqué sur ce qui est l'architecture, la construction et la déconstruction. Bien sûr, théoriquement, et par la suite, j'essaie d'appliquer certaines des notions qui sont à l'intérieur de cette structure de la pensée. En art, ça se concrètement réalise comme des expositions comme celle-là qui était au Grand Théâtre de Québec, dont lidar fait partie intégrale de tous mes travaux depuis très longtemps. C'est à la fois physique, donc nous avons une structure en haut, c'est une gigantesque place, je ne sais pas si vous connaissez, c'est 53 pieds par 42 par 15, bref, quelque chose de spécial. Lidar fait partie de cette réflexion. Je vais vous montrer l'ensemble des choses plus tard. En architecture, bien sûr, c'est la réflexion théorique et écrite dans les articles que je fais sur des espaces que je crée qui sont complexes et souvent pas très bien compris. Mais c'est le but. Donc, pourquoi lidar? Je vais peut-être me connecter ici, donnez-moi juste un seconde. Lidar, vous connaissez bien sûr les débuts de nuages de pointe, en tout cas pour moi. C'est la découverte à partir de 2010 où les Kinect sont sortis. Et là, il y a une partie des artistes
qui travaillent beaucoup avec le code aussi, donc ils sont intéressés à cette caméra de profondeur qui bon, vous connaissez bien comment ça marche, un peu infrarouge et tout, et qui produit une nuage de pointe. Et une nuage de pointe, dès le départ, il y avait quelque chose d'extrêmement important pour moi, je ne sais pas pourquoi, et c'est devenu une obsession. Carrément. C'est devenu une très grande obsession, même au point de me demander est-ce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec moi. Donc, ce type de caméra faisait des images un peu pas assez d'informations, pas assez de réflexion sur les objets. Et ici, j'ai un exemple d'une animation, donc des images prises par les caméras, dans le but de créer une installation vidéographique, donc avec une personne qui se déshabille, habille, etc. C'est une question d'environnement, de consommation, bref. Et aussi avec processing, vous connaissez sûrement, un langage de programmation, on faisait tourner les points comme si c'était un vrai espace tridimensionnel. Donc ça finissait avec quelques installations interactives aussi, où est-ce que nous rentrons à l'intérieur de l'espace, où est-ce qu'il n'y a pas de caméra, il n'y a rien, on se voit à l'intérieur d'un espace qui est projeté en 3 dimensions, qui tourne autour de nous. Donc il y a une question de réflexion sur l'espace lui-même, moi à l'intérieur de cet espace, on peut être humain à l'intérieur de l'espace lui-même, de se voir en arrière, en avant, en même temps, en réel. Bref, c'était des questionnements sur comment est-ce que l'espace fonctionne, mais tout en étant en interactivité avec. La technologie LIDAR, je l'ai découvert par un peu hasard et je me suis rendu ici, je ne sais pas quand est-ce que c'était, mais bref, j'ai découvert par le département de géomatique l'appareil lui-même. Vous connaissez l'histoire, il y a beaucoup de domaines qui utilisent LIDAR, mais qu'en est-il de l'art en soi? Je ne me suis jamais demandé est-ce que c'est possible, mais j'ai travaillé sur la question. Ce sont des appareils que j'ai utilisés. Il n'y a pas un appareil que j'ai toujours utilisé. Absolument. Il n'existe pas. Okay? Donc, quand je dis psychologie, c'est vraiment, ça affecte mon plus profond. J'ai aussi utilisé l'avion avec la compagnie Xeos de Québec. Même je me suis rendu là. Malgré qu'à 30 impulsions par seconde n'est pas assez pour créer ce que moi je crée avec pas assez d'informations. C'est sûr que mon préféré, c'est toujours celui que vous avez ici. 130, je pense, il est 130 et 350. J'ai déjà essayé le 350, c'est la même chose. La méthodologie par laquelle je passe pour la création de ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une petite introduction. C'est la captation, construction et la déconstruction de l'espace. Ça se fait relativement simplement, la captation de l'espace par LIDAR, construction de l'espace, c'est-à-dire le point qu'on avait relevé, se mettre ensemble pour idéalement démontrer l'espace tel qu'il est, et un type de déconstruction de l'espace que je fais à partir d'un type de mensonge que je fais à LIDAR en lui enlevant tous les repères qui existent. Je passe par VLAN, vous savez, un petit câble qui est directement sur l'appareil. J'ai tout expliqué. Je l'ai pas, il n'est pas en fonction encore, donc j'ai bien fait. Donc, en fait, il y a une façon de dire, OK, il n'existe pas l'espace, il n'existe pas le repère dans l'espace. Quel est l'espace pour toi maintenant?
Okay? C'est la méthode. La captation, j'ai commencé bien sûr avec des petits espaces, avec un seul point ou deux, juste pour tester, voir comment ça fonctionne. Quels sont, bien sûr, je me suis rendu à faire, j'ai capté toute la vue du Québec. Et donc, ce sont à peu près le classement des espaces de 1 à 10 points jusqu'à dépasser les 100, et 200 et même 500 points. Donc, les espaces par avion sont bien différents. Moi, je ne les préfère pas, mais j'ai quand même utilisé plusieurs, que j'ai pu pouvoir participer à cette captation avec plusieurs. Donc, étant donné que j'en ai fait au moins 2000 captations, il y a une petite effort de sélection dans lequel j'ai travaillé beaucoup avec les êtres humains qui sont à l'intérieur même de la captation. Donc, comment est-ce que l'appareil perçoit le corps humain à l'intérieur de l'espace au laser. C'est très intéressant comme façon de voir. Les corps humains en mouvement, comment est-ce que, vous connaissez la photo en mouvement, quand la prise de vue dure plusieurs secondes, donc nous avons un déplacement de corps à l'intérieur de la photographie, ce qui a généré bien sûr le cinéma de revue, de l'animation. Donc, c'est un peu comment est-ce que l'IDAR est capable d'arriver à faire ce type de mouvement. J'ai fait plusieurs captations, plusieurs dizaines de captations pour arriver à certaines choses. Milieu urbain, j'en ai fait beaucoup, Montréal, Québec, mais le Ville-Québec particulièrement, j'ai fait une captation complète. Les terrains différents, le potentiel du nouveau design, je vais vous montrer quelques exemples, qui fait partie de ma thèse en architecture. Et la matérialité, donc comment est-ce que la matérialité picturale de l'IDAR, du nuage de points, existe. Voilà, c'est un peu quelques-unes des classifications. Bien sûr, il y a toute une gamme de la perception de l'espace à travers les nuages de points. J'ai beaucoup travaillé les nuages de points parce que les logiciels existants, aussi bien en Autodesk et autres, n'ont pas cette capacité d'aller à 0,2% de chaque point. Par exemple, on est à 1 point, 2 points, 3 points, puis donc. Mais surtout dans le mouvement, dans l'animation, exemple, on n'arrive pas à percevoir l'espace à travers la quantité de nuages de points qu'ils peuvent avoir, étant donné que la résolution est quand même très, très, très importante. Donc, beaucoup de données, mais peu de perception de l'espace. Donc, j'ai travaillé avec mes connaissances de Python, etc. J'ai travaillé sur des logiciels qui s'intègrent dans le Blender, surtout, où est-ce que je cherche des façons de percevoir le point plus petit en avant, ce qui est complètement illogique, pour qu'on puisse voir à travers la structure. Je vais vous montrer quelques petits espaces, bien sûr, qui sont des espaces très simples, où est-ce que la structure, donc construction, a été faite de A à Z, donc très précisément, où est-ce que donc, nous avons cette structure parfaite. Ici aussi, beaucoup de points de prise de vue, si on veut, de relevé, mais un impeccable espace. C'est un grand travail que j'ai fait avec la basilique Saint-Anne-Auprès, très intéressant comme lieu, et un petit peu plus petite que Notre-Dame de Paris, mais quand même, plus haute, quand même, beaucoup plus, etc. Donc, la structure elle-même, bien construite, tous les points sont à bonne place, tout est là pour la mesure elle-même qu'on peut faire.
En fait, mon but n'était pas de mesurer quoi que ce soit avec LIDAR, mais de créer un outil de création. Et c'est où est-ce que je vais. Ça, c'est la structure interne de la basilique, dénudée de l'intérieur, de l'extérieur de sa structure. Donc, architecturalement parlant, très intéressant comme phénomène de pouvoir visionner à la fois un édifice de cette taille, de cette complexité, de cette manière. Excusez-moi, je pense que vous avez pas que j'ai fait. Plus je travaille donc, dans le style de nuage de points qui, dans ces quantités de données, ne donne aucune façon de voir à travers l'espace architectural, j'ai réussi quand même de travailler le point pour qu'on puisse à la fois, je ne sais pas si vous voyez un peu, voir à travers l'ensemble même si on se trouve à l'extérieur de la bâtisse, de voir l'intérieur et de percevoir l'ensemble de deux étages, l'édifice dans son ensemble, dénudé de tout. Plus tard, c'est un édifice qui a tout changé dans ma recherche, esthétiquement parlant, et où est-ce qu'elle m'a amené à une découverte d'esthétique picturale très importante pour moi. Donc, comme vous voyez ici, on est dans le couloir est à gauche, et les murs sont transparents, assez transparents pour qu'on puisse percevoir très loin dans la bâtisse, ce qui permet ce traitement de données et de points que je fais avec finition beaucoup plus importante. C'est un peu comme un crayon qui est en train de se perfectionner. Bien sûr, là, on rentre vraiment dans une complexité d'espace architectural à travers les murs, à travers la perception. Vous allez voir ici la même chose, donc couloir, puis une portion intérieure de l'édifice. Je crois que c'est un petit peu plus loin. C'est ici, juste avant. Comme vous voyez, nous voyons la partie, je vais essayer de pointer. C'est donc la portion de structure elle-même de la porte qu'on voit. On voit bien les sculptures qui sont à l'intérieur même de pierre. Donc, nous sommes dans une perception de l'espace extrêmement important dans un contexte architectural, surtout dans le phénomène de l'espace imaginaire, si on veut, à l'intérieur de l'œuvre. Donc, l'IDAR, de plus en plus, me donne quelque chose qui est, pour moi, presque à chaque fois, quand je le vois, je vois des œuvres en soi, en fait. Toutes les images que je vous montre, pour moi, chacun d'elles est une œuvre en soi. Bien sûr, à cause de la perception de l'espace, de un, mais de deux, il y a une esthétique nécessaire qui est là. Le Vieux-Québec s'est rajouté comme un espace beaucoup plus grand, mais très important. J'ai fait ce que j'ai pu à partir de 5 heures du matin jusqu'à ce qu'il y ait des touristes. J'habite à Vieux-Québec, fait que c'est plus facile. Donc, là encore, le traitement de points arrive à percevoir l'espace à travers des édifices, et là, on voit davantage sur l'ensemble beaucoup de points, beaucoup de points. Donc, l'espace complètement construit à la fois, où est-ce que nous sommes devant des espaces qu'on connaît très bien, mais bien sûr avec des perceptions un peu différentes. Je vais rien de problème, c'est bon, j'en ai fini. Et là, je vais aller dans la déconstruction. La déconstruction que je découvrais au fur et à mesure de travail sur les données, je commence à comprendre que mes espaces très simples, comme ici avec 2 points, bien, dans cette méthode de mensonge, de repère dans l'espace, en fait, l'IDAR m'offre un espace déconstruit.
mais de construire d'une façon très, très intéressante. C'est à la fois un hasard, mais à la fois, comme habituellement on fait un art, on découvre les choses en cherchant par rapport. Donc on reçoit un espace déconstruit, à la fois déconstruit, donc construit de nouveau par rapport à un espace qui n'existait pas, mais qui nous propose un espace architectural intéressant dans sa façon de déconstruire l'espace. Donc on a des cubes, on a plusieurs étages qui sont apparus d'un coup, etc. Donc c'est mon premier, en fait, qui me dit, ah, là, il y a quelque chose qui se passe dans la perception de l'espace. Je dois continuer à faire le reste. Et donc, je me rends à une deuxième portion. C'est un grand espace, un peu comme un hangar, si on veut, un atelier d'artiste, avec beaucoup d'œuvres à l'intérieur. Je scanne, je fais, je crois, 17 points de relevé, et voici ce que ça donne en déconstruction complète. Ça donne un édifice à plusieurs étages qui dépasse avec certaines fenêtres, certaines terrasses. On peut imaginer plein de choses. Et c'est à partir de ce moment-là que je fais des hypothèses architecturales concrètes à partir de déconstruction. Donc, cette volet-là va se montrer, je pense que pardon, excusez. Donc, on a quelque chose qui, à la fois totalement incompris, mais compris d'une manière de perception de l'espace autre qu'est-ce que nous concevons en général en architecture. Et c'est là où cette complexité de l'espace me donne envie d'aller plus loin. Ce qui est... donc, dans la capacité de construction vraiment intéressante. Bien sûr, je vais plus loin un peu, je vais aller déconstruire l'espace extérieur de grande taille, avec beaucoup de données, toutes en même place, dans un seul rang, toutes ces données, et qui donnent des espaces complètement déconstruits, mais construits d'une manière absolument inédite dans une perception de l'espace architectural connu. Donc, à partir des données et des espaces existants, il y a une déconstruction qui se fait pour construire un nouveau monde, si on veut, à partir de l'ensemble des données que j'ai. Tout en gardant en tête la perception et la quantité de données pour pouvoir avoir cette profondeur absolument importante dans la compréhension de l'espace. Voilà quelques images juste rapidement. Intérieur de la basilique, déconstruit à plusieurs. Ça, c'est vraiment une quantité phénoménale de points, il y a plus de 3 milliards de points. Bref, là, il y a vraiment un travail exhaustif de rendu qui dure longtemps. Par contre, là, on rentre dans une ère de presque picturale, je dirais, sur l'ensemble de ce qui se passe dans cette déconstruction. Et ce phénomène de déconstruction avec des routes qui se répètent et répètent dans une profondeur de l'espace, je ne sais pas si vous êtes en mesure de voir la profondeur qui est là. Il y a quelque chose qui est extrêmement spécial. Je crois que j'ai peut-être un petit mot, ça c'est montrer rapidement, je crois que ça vaut la peine. C'est pas grave, je vais vous montrer.
tantôt si il y a autre chose. Donc, voilà, on arrive à une perception de l'espace vraiment particulier, tout en gardant le questionnement philosophique sur l'espace, phénomène de l'espace, mais aussi sur le questionnement esthétique de ce que l'art en tant qu'outil de création donne, en fait. Voilà quelques images de ces espaces. Rapidement, je peux vous montrer quelques concepts. En fait, la conception architecturale nouvelle que nous avons vue précédemment. Donc, il y a, parce que si je parle trop, vous me dites. Donc, voilà, donc c'est une analyse très simple de l'espace, de plancher de chacun des étages, placer des cubes tout simplement à travers le tout, pour analyser l'espace architectural possible et rajouter l'espace lui-même pour arriver à un édifice concret. Concrète, bien sûr, on peut se dire qu'il y a tellement de possibilités à construire. J'ai généré quelques-unes des images de notre bon ChatGPT qui n'a pas compris rien du tout, en fait, et qui ne comprend pas grand-chose en l'art, d'ailleurs. Il ne peut pas m'aider pour mon doctorat, mais bon, surtout pas de la même manière que moi je pense. Mais quand même, ça donne certaines possibilités, certaines hypothèses que j'amène dans des articles, dans certains articles. Un autre article qui est en train de se faire, puis j'avais peut-être là, si vous êtes... vous voyez un peu la similitude dans cette reconstruction de l'espace. C'est aussi, en fait, la question de la texture. En fait, je me suis demandé pourquoi je suis aussi obsédé par le nuage de pointe. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui me fait pousser à tous les jours d'ouvrir et travailler seulement sur ça? Et pas d'autre chose. C'est vraiment spécial. Donc, c'est quelque chose qui est probablement de l'ordre de mon enfance, la peinture, les grands maîtres d'impressionnisme, Claude Monet dans la cathédrale de Juin. Nous avons la même texture, ou à peu près, sur l'ensemble. Bref, j'ai cherché un peu partout sur qu'est-ce qui pourrait faire cette résonance à l'intérieur de moi sur la capacité d'observation sur le nuage de pointe, la transparence, la texture, les possibilités de voir un espace très grand, taille, d'une manière déconstruite. Bref, il y a quelque chose qui s'est fait vraiment de manière je dirais, permanent à l'intérieur de moi pour la structure et les combinaisons de... Voilà, je pourrais continuer encore beaucoup. Avez-vous une question? Oui, une question. Justement, en termes d'esthétisme, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu es resté sur les couleurs RGB fournies par la caméra? Est-ce que tu es allé chercher d'autres champs, la référence de cette J'ai essayé, oui, c'est ça. J'ai essayé de faire... j'ai même travaillé sur un petit logiciel avec un de mes collègues qui est meilleur que moi en programmation pour aller chercher les données pures et changer les couleurs RGB par défaut avec mes couleurs à moi, avec mes palettes. Je ne suis pas encore arrivé à des bons résultats, mais oui, effectivement, il existe encore sur Recap 360 plein de possibilités. J'ai laissé ça tel qu'il est pour la simple bonne raison parce que c'est la couleur vraie de l'espace capturé lors de mes relevés, ce qui donne les vrais espaces, les vraies références pour certaines choses. Puis il y a certains des projets qui sont vraiment beaucoup plus complexes parce que là, j'ai pris la ville au complet que j'ai scanné plusieurs fois
aussi bien par avion que par voie terrestre. Je commence à comprendre comment, parce que là, il y a tellement de données que c'est vraiment juste pas possible de travailler avec tout ça. Mais bref, je commence à comprendre comment mélanger cette quantité d'informations pour arriver à des fins intéressantes au niveau de la structure de la Ville de Québec qui se mélange comme ça. Ça, c'est toute la Ville de Québec, en fait. Oui, peut-être ici, il y a, je crois, c'est l'entrée de la basilique à côté de Petit-Sénage. Je n'ose pas imaginer le temps pour prendre, par exemple, une image comme ça. En fait, ce que j'ai fait, je vous donne la recette. J'ai aussi un ami qui est un très professionnel en configuration des serveurs. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas synchroniser. Donc, j'ai synchronisé 110 unités sur Amazon. Donc, c'est des 10 serveurs qui gèrent 100 serveurs divisés par 10 ports centrales, en fait. Donc, j'envoie une image, puis là, ça se fait pendant plusieurs heures, mais quand même, c'est beaucoup plus... Parce que j'ai acheté un gros ordinateur, mais je pense que ça aurait pris 4 ans. Ben, justement, en lien avec ça, c'est pour rendre une image, on ne va pas par essai-erreur. J'imagine, surtout dans le processus de déconstruction, est-ce qu'il y a une mathématique ou une sorte de stratégie pour anticiper les résultats? En fait, ma méthode est vraiment très simple. Moi, j'enlève tout simplement tout ce qui est les données que l'IDAR produit en termes de repères. Puis vous savez, probablement sur la scène, je pense que ça s'appelait le logiciel, qui était par défaut, n'est-ce pas? Même à l'intérieur, on peut demander les angles 90, et l'IDAR va savoir exactement où ils sont, combien ils sont, etc. Tout ça, il y en a plein, 23 je crois. Moi j'enlève tout ça, j'enlève tout simplement et j'enlève, il n'y a pas plus que ça en fait, il y a juste un repère, c'est un peu comme quand on se lève dans la nuit, on dort chez quelqu'un, on ne comprend pas l'espace dans lequel on se trouve. Vous savez, ce moment où est-ce qu'on se réveille et on est dans le néant, où est-ce qu'on se trouve. Et voilà, c'est un peu cet esprit dans l'appareil que j'ai prévu en enlevant ces repères. Bien sûr, j'aurais peut-être du matériel à faire pour faire un article juste pour la méthode, mais je pense qu'elle est plus ou moins importante dans le sens technique. Elle est beaucoup plus philosophique sur la question de complexité de l'espace. Si on continue là-dessus, c'est où est-ce qu'on avait justement la basilique. On avait l'air d'être entouré par une forêt de clochers. Il n'y avait pas d'intention de créer des clochers tout autour de nous. C'est juste le fait d'enlever le référentiel du LIDAR que les points se sont placés comme ça. Je ne sais pas, je pense qu'il y avait un changement d'algorithme dans le LIDAR. Et je pense que c'est arrivé avec le 130, Faro 130 Focus qu'on avait. Où est-ce que le LIDAR a commencé de le faire en enlevant tous les repères? Il ne fait que ramasser le tout dans un seul cercle. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec le nouveau parce qu'il y en avait un qui est brisé. Donc, c'est là où l'algorithme a sûrement changé, parce qu'avant, ce n'était pas du tout la même chose. Donc, il garde quand même certaines notions de l'espace pareil, même si je lui en ai. Oui. Ouais, j'avais une question, c'était un peu en répondant à la question précédente. Parce qu'au final, est-ce que vous avez une méthodologie systématique pour savoir où est-ce que je prends les scans pour bien retrouver le bâtiment? Parce que même si c'est philosophique et artistique, il faut quand même savoir où est-ce que je vais en placer pour avoir le bon scan. Oui, bien sûr. J'ai une méthode bien
bien identifié avec un plan exhaustif pour faire, par exemple, le Québec, c'était 293 points. Donc, c'est du travail, vraiment, il faut savoir quoi faire. Donc, oui, j'ai une planification précise, méthodologie de chaque point, comment, pourquoi. C'est pas Non, non, c'est ça. Il y a une planification que je dépose bien avant que je parle avec. Oui. En fait, pendant la déconstruction, tu as dit que ça te permet de valider des hypothèses architecturales. Bien sûr. Oui. Est-ce qu'en fait c'est la combinaison d'espaces que tu peux créer à travers en fait, l'espace original, ou c'est d'autres hypothèses philosophiques? En fait, l'hypothèse la plus intéressante pour moi, elle est dans la nouvelle construction, à partir d'espaces existants, grands, petits, peu importe. Il y a une constatation de l'espace, construction de l'espace, construction des 293 points pour avoir le Québec. Et ensuite, création d'un algorithme pour enlever toutes les données, puis regarder ce que ça donne en termes de déconstruction. Et à partir de cette déconstruction, construire peut-être éventuellement, comme je vous ai montré un exemple, une nouvelle conception de l'édifice ou environnement. En fait, c'est parce que j'imagine que maintenant, et tu as plusieurs nuages de points, peut-être des milliers de nuages de points en fait, acquis de plusieurs objets. C'est quoi ta vision en fait de tout cet arsenal de nuages de points? C'est ça. Parce qu'il me faut une analyse psychologique. Parce que c'est absolument vrai, c'est devenu carrément mon problème. En fait, je ne fais que ça. Et, donc, il y a quelque chose qui est en bas. Je pense que c'est lié aussi au crayon, à la texture de crayon. Peut-être que j'ai fait l'école des beaux-arts secondaire, l'Académie des beaux-arts, nous avons dessiné pendant des années. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur de cette texture, puis aussi de la manière dont l'appareil balaye l'espace. Cette ligne droite bien décrite, etc. Il y a quelque chose, il y a une structure à la fois de la vérité de l'espace, parce que j'ai beaucoup travaillé aussi en photogrammétrie, etc., mais c'est pas du tout la même chose, on s'entend, c'est pas du tout le même rendu, ni les mêmes données, donc il y a quelque chose qui est... j'ai énormément de données dans l'exposition que je vous ai montrée tantôt, qui était au Grand Théâtre. En fait, j'ai fait un don aussi à la Rue de Québec. Ça, c'est mes ordinateurs qui roulent l'installation au Grand Théâtre. J'ai fait un don à la Rue de Québec des données que j'ai recueillies depuis je ne sais pas combien de temps, que j'ai donné 4 Tera. Voilà. C'est un peu ça que je... Oui. Oui, j'avais une question un peu en relation à la question précédente sur la relation entre les nuages de points et les différents courants de peinture impressionnisme et cubisme. Et du coup, je me suis rendu compte que en vous entendant, c'était plus les questions de ligne droite et tout qui étaient plus intéressées. Et est-ce que vous avez aussi tenu compte du fait que ce sont des points, du coup peut-être une relation avec le pointillisme aussi? Oui, tout à fait. En fait, il y a le point, bien sûr, je me bats avec le point tous les jours, pour qu'il soit meilleur et plus beau. Il y a toute cette perspective de point, mais aussi de loin. Il y a quelque chose qui est un geste précis en peinture, en sculpture, etc. Geste que l'IDAR, en fait, que la lumière a fait pour recueillir les données puis faire quelque chose qui est un ensemble des points pour un espace donné. Et là, dans la déconstruction, il y a quelque chose qui vient tout basculer, en fait, nos références sur l'espace. Et là, il y a quelque chose qui me pousse à faire peut-être encore 3 autres. Une question? Moi, je reviendrai peut-être à la
première question posée, hein, parce que pour avoir beaucoup travaillé avec l'État, ce qui m'impressionne le plus, c'est le Intensity Based Value, quand on le met en couleur, qu'on vient jouer avec le minimal et le maximal. Ça représente l'univers, pas en fonction du perçu, mais de la matière. Oui. Fait que les métaux sortent bleus et l'asphalte sort jaune. On peut vraiment jouer avec une perception complètement différente de ça. Fait que c'est ça, je veux savoir si vous pouvez un peu jouer avec ça. Parce que moi, je trouve J'ai ça. encore 15 ans de travail. Il y a un autre qui est super intéressant, c'est celui avec les lois normales, donc qui représente la couleur en fonction de l'orientation d'un plan. Celui-là, c'est ça. Celui-là, il est sensationnel. Puis, comme vous voyez, en fait, dans l'animation, il y a quelque chose aussi que je fais de l'animation beaucoup. Il y a quelque chose qui est dans la perception, ça c'est l'avion. Il n'est pas mon préféré dans plein de choses, mais il y a quelque chose qui est une perception intéressante de l'ensemble de point de vue sur la ville. Mais oui, effectivement, si on enlèverait RGB maintenant, on appliquerait une méthode pour faire sortir davantage le béton ou autre chose, ça serait intéressant. La classification. Bien sûr, celui qui est... Pardon? Faire de la classification. Oui, exactement, classification. Et là, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit, c'est bon. Ça fait beaucoup de données pour l'apprentissage non supervisé. Ouais. Il y a aussi, j'ai vu certaines compagnies que j'ai vues qui travaillent sur des logiciels de reconnaissance des formes, etc. Bon, il y a quand même. Par contre, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec autant de données, quand il y a vraiment beaucoup de données comme ici pour le Québec, comme vous voyez, c'est très, très, très... puis comme vous voyez, il y a une porte, qui passe à côté, comme vous voyez, on rentre un peu dans l'édifice. Donc, pour travailler cette finalisation de petits points qui sont complètement presque en transparence, parce que je donne dans la perspective de Z, de profondeur, je lui demande de faire le point de plus en plus en transparence et de plus en plus petit, mais en fine construction pour qu'on puisse avoir ça c'est un grand théâtre dénudé, dénudé de l'extérieur aussi. Il y a quelque chose aussi dans cette idée-là. Qu'est-ce que vous pensez? Voilà, je pense que... Appelez-moi que je vais vous dire. Il y a quand même un travail énorme justement de retravail, de nettoyage, de points, puis de présentation de la perspective, parce que même le nuage de points assemblé tel qu'on l'aurait, tel qu'on l'utilise, on est incapable de naviguer dedans puis d'avoir une compréhension parce que justement il y a tellement de points de bruit autour. Puis ce qui était quand même très intéressant dans l'animation dans le Vieux-Québec, c'est qu'on a l'impression, on a à moitié l'impression d'être dans une vidéo, mais la navigation dans le nuage de points est intelligible quand même, alors que quand nous on le fait par logiciel, on frappe tout de suite l'enjeu on est trop zoomé, on est au niveau du point, on perd le référentiel, donc on se recule, mais si on se recule, on n'a plus cette notion justement de toute la structure de l'espace. Juste le retravail du nuage de points pour le nettoyer et la présentation sous la forme de l'animation. Ça fait 10 d'années, à peu près, ça fait 10 d'années. Il y a un gros travail derrière. Je vous dis, Je suis curieux de savoir comment ce genre de thèses seront évaluées. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai divisé ça en deux distincts. Okay? Donc, il y a un examen qui est en art, qui passe à travers un texte, bien sûr, et une exposition, celle qui était orientée. Et au niveau de l'architecture, bien sûr, c'est 3 articles. Je fais donc une thèse sur 3 articles, pas avoir 4 en fait, qui sont dédiés à
à une thèse beaucoup plus objective, plus scientifique, mettons, que créativité. Voilà, c'est ça. Donc, c'est des hypothèses architecturaux que je vous ai montrées, la perception de l'espace et de deux constructions interconstructions. Voilà, c'est 4 articles. Un complément, je veux juste. Parce que je co-encadre un étudiant en art qui utilise justement la création pour en termes d'offrir un outil de sensibilisation, parce qu'on travaille avec des personnes avec des incapacités. Et supposons le visuel vient un peu renforcer la manière que les autres comprennent comment une situation est vécue par quelqu'un. Supposons une personne malentendante ou une personne justement avec une capacité de vision réduite ou des autres types de capacités. Et donc là, comment nous, on voit, en tant qu'une personne comme ça, on voit l'espace et probablement différemment que les autres. Et je trouve ça fascinant de voir comment on pourrait éventuellement utiliser ce genre d'approche de l'art pour aussi amener ça à un autre niveau d'usage, pas de l'architecture, mais de voir comment chacun, en fait, représente mentalement l'espace et que probablement il y a beaucoup de différences. Je suis persuadé qu'on va, dans les prochaines années, découvrir l'art dans ses applications sociologiques. Dans la société, de manière beaucoup plus profonde que ce qu'aujourd'hui on perçoit. Je crois que la perception de l'espace est au cœur de plusieurs problématiques dans la société, mais aussi dans le constant mise à jour des données qui seraient à faire. Mettons que ça serait vraiment une autre conférence qu'on pourrait faire ensemble. Certainement. Je crois qu'on va arrêter là quand même aussi. On va retrouver. Merci encore pour la présentation.